Je tiens à remercier le bureau de l'Organisation des jeunes pour les Nations Unies d'Afrique en Haïti, BOJNUA, et le SCOTOUR Haïti de m'avoir choisi comme invité d'honneur du premier sommet des Noirs en Haïti ayant pour titre « Contribution des Noirs dans la construction du monde ». Pour moi, ce sommet n'est pas sans rappeler le premier congrès des écrivains et artistes noirs, présidé par Jean Casmarch, tenu à Paris en 1956, à l'initiative de la maison d'édition Présence africaine, dirigée à l'époque par Alioune Diop, dans le contexte de la décolonisation de l'Afrique. L'objectif, c'était de mettre en exergue les pensées de ces intellectuels et artistes dont la culture a été bafouée, occultée par plusieurs siècles d'impérialisme et de domination blanche et arabe. Ce congrès a été l'occasion pour notre compatriote Jacques-Stéphane Alexis de définir et de développer l'un des aspects fondamentaux de notre culture, à savoir le réalisme merveilleux. Sa théorie, en dépit de certaines contestations, sert aujourd'hui encore de socle à plusieurs auteurs d'ici ou d'ailleurs pour appréhender l'imaginaire collectif haïtien dans les domaines de l'art et de la culture en particulier. Ce premier sommet des Noirs en Haïti est aussi important que le congrès de Paris. J'espère qu'à travers les conférences et les échanges qui auront lieu, sortira une pensée nous permettant de mieux nous ressaisir. J'en profite pour rendre hommage à deux pionniers, deux grands hommes. Il s'agit de Léopold Sédar Senghor et Charles Poisser Romain. Senghor, à l'époque président de la jeune République du Sénégal, après sa visite en Haïti en 1976, a proposé la création d'un institut capable d'étudier et maintenir les liens entre l'Afrique et Haïti. C'est à Romain qu'il revient d'avoir concrétisé ce projet. Ainsi est créé l'Institut d'études et de recherche africaines d'Haïti en 1980 et il en fut le premier doyen. Inutile de rappeler ici que beaucoup d'efforts ont été faits pour nous séparer de l'Afrique. Sous la pression de la colonisation et la mise en quarantaine du pays après l'indépendance, on pensait que cela avait effectivement réussi dans des domaines ou des expressions artistiques comme la sculpture. Mais c'était sans compter avec la capacité de mémoire du peuple haïtien. Et si on a souvent mis l'accent sur la victoire de l'armée indigène, sur l'armée expéditionnaire de Bonaparte, créant la première république noire au monde, l'exploit accompli par 21 nations ou ethnies africaines parvenant à fonder une culture homogène en si peu de temps n'est pas moins conséquent, alors que tout a été entrepris pour les foudroyer. Et que dire de toutes les expériences de guerre apportées sur cette terre par nos ancêtres africains au XVIIIe siècle. C'est grâce à leur savoir-faire que nous avons pu abolir l'esclavage, puis arriver à prendre notre indépendance. Non sensibles à cette homogénéisation opérée par le peuple, on s'obstinait à faire du pays le phare de la latinité dans la Caraïbe, voire une province intellectuelle et culturelle de la France. Ainsi, pendant tout le XIXe siècle et une bonne partie de la première moitié du XXe siècle, il a été question pour l'intellectuel haïtien de se justifier,
de prouver la capacité de l'homme noir à s'ajuster à la civilisation telle que celle-ci était entendue par les philosophes des Lumières. Tentative qui a donné lieu parmi les élites haïtiennes à une mentalité qui fait écho au personnage de Lakounlé dans le roman Le Lion et la Perle de Wole Soyinka et que Jean Prasmas a dénoncé sous l'appellation de bovarisme collectif de l'élite dans son ouvrage Ainsi par la lampe. Il a fallu donc l'affront de l'occupation américaine de 1915 pour qu'une génération de poètes, d'écrivains et d'artistes prennent conscience qu'une nouvelle civilisation se créait dans les Amériques et que l'Afrique en était l'un des points centraux. La culture traditionnelle et paysanne a toujours été perçue comme archaïque. Les intellectuels haïtiens du XIXe siècle croyaient pouvoir en finir avec le vaudou par l'éducation et la littérature. Qu'on pense à Louis-Joseph Janvier, par exemple, qui enjoignait à son vieux piquet à ne plus sacrifier aux lois. Le retour à l'Afrique, grâce au mouvement indigéniste, a permis une réévaluation de la culture populaire. Ainsi, nous sommes redevables à des personnalités comme Antoine Innocent, l'auteur du premier roman évoquant le vaudou, Jean Prasmas, Jacques Romain, Calbois, Philippe Tobé-Marcelin, le premier haïtien à écrire un ouvrage sur l'histoire de l'art, sur la peinture, Émile Roumer, Magloire Saint-Aude, Jean Brière, etc., qui ont contribué à cette prise de conscience. Il nous faut réentendre ces voix, non comme une sorte d'anesthésie mystifiante, mais comme un éveil constant à la liberté, un retour sur nous-mêmes dans ce que notre parcours nous a légué comme identité. Ce premier sommet ne doit pas être une manière de nous réaffirmer en tant qu'élite. Ce n'est pas l'occasion de nous regarder subjectivement, de nous plonger dans une forme d'autosatisfaction. Il doit être, au contraire, une expérience audacieuse, un moment décisif pour nous insurger contre toute assimilation imposée. Nous armer de clairvoyance, scruter les choses et les faits objectivement tout en faisant corps avec les luttes du peuple. C'est une manière de marcher sur les pas de Boukman, Cécile Fatiman, Marie-Jeanne Lamartinière, Jean-Jacques Dessalines, Stanit Belair, Valentin Pompé de Vasté, Antenor Fimin, Frantz Fanon, Thomas Sankara, Cheikh Anta Diop, Nelson Mandela, Steve Biko, Malcolm X, Bob Marley, Toni Morrison, Wole Soyinka, Hector Hippolyte, Jean-Michel Basquiat et j'en passe. Bref, il nous faut éviter toute forme de morgue aristocratique qui nous conduirait à banaliser notre culture au nom de certains comportements stylisés, exploitant la forme et ignorant tout à fait le fond. Et j'aimerais terminer avec la mise en garde du professeur Wole Soyinka dans La mort de l'écuyer du roi contre ceux qui sont convaincus que la modernité, même mal assimilée, doit l'emporter toujours sur la tradition.